Enguerrand, ça va? Bon, joyeux anniversaire d'abord, parce que 15 ans, vous avez quand même progressé, comme en témoigne d'ailleurs ta barbe blanche, signe de sagesse. Quelques mots peut-être en introduction sur ce qui est en train de se passer, parce que je voulais répondre à notre ami Laurent, parce que moi je dirige une société qui, avec l'abolition de l'esclavage, est un des rares témoignages que nous a laissé la Deuxième République, puisqu'on est né en 1851. Donc on a un certain âge. Mais c'est vrai que dans ce qui est en train de se passer dans le marché, et en particulier dans le digital, une société comme la nôtre, elle est d'abord au cœur du big data, ensuite dans des logiques de négociation globale, et puis enfin, elle est confrontée à une question de place de marché, et je pense que la question qu'Enguerrand a posée à Laurent est très pertinente, sur la taille que certains acteurs ont acquis, et sur justement leur pouvoir de marché. Et ça, c'est quand même un des enjeux qu'il faut qu'on règle au niveau européen. Nos amis américains ont le même problème que nous. Si on veut arriver à un equal level playing field, comme on dit, si on veut arriver à un marché qui soit efficient, dans lequel chacun puisse retrouver sa part de création de valeur. Peut-être précisément, enfin, il y a un grand projet de la Commission Juncker qui est le marché unique numérique européen. Est-ce qu'il te paraît de nature à avancer vers cet objectif d'un marché dans lequel les différents acteurs opèrent de façon équilibrée et pour permettant le développement de chacun ou... Aujourd'hui, le marché européen, il faut le dire, il est totalement déstructuré du point de vue du numérique. On nous a beaucoup, et j'en m'en fais aussi le promoteur, vanté l'exception culturelle. En réalité, aujourd'hui, au niveau du marché européen, on a plutôt un problème qui est l'exception numérique, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'acteurs ne sont clairement pas régulés. Ça ne porte pas, je crois, que sur nous, les acteurs de la culture. Il y a beaucoup de métiers qui sont face aux disruptions apportées par le numérique, qui sont souvent formidables pour le consommateur. Encore faut-il, encore une fois, que le marché lui-même soit organisé de manière équilibrée. Alors, deux mots sur le cadre dans lequel on vit tous. Les choses passent vite. Là aussi, on doit parler d'un anniversaire de 16 ans. En 2000, la directive commerce électronique, a posé un cadre. Et puis en 2001, une autre directive, la directive sur les droits d'auteur, a posé un autre cadre. Celle de 2001, c'est celle que la Commission veut modifier. Je dirais que c'est plutôt celle, en fait, qui a le moins besoin de modification, parce qu'aujourd'hui, le marché des contenus au niveau européen, il a évidemment été complètement transformé par le numérique. Et si on prend l'exemple des offres musique, il y a aujourd'hui, pour n'importe quel consommateur, d'ailleurs n'importe où dans le monde, et de manière simultanée en plus, puisqu'il n'y a pas de question de type chronologie des médias, qui sont, vous le savez bien, vitales pour d'autres acteurs comme dans l'audiovisuel, un marché qui est global et un accès immédiat des consommateurs en contenu. En revanche, du fait de la directive de 2000, on a un problème qui demeure, qui est celui du statut des plateformes, des hébergeurs. L'un d'entre eux vient de s'exprimer avec le talent qu'on lui connaît, et qui, ces plateformes-là, c'est vrai, bénéficient d'une sorte d'exonération partielle de responsabilité qui ne rend pas possible pour beaucoup d'acteurs économiques de négocier un partage de valeur. Alors, il y a une étude qui a mis un peu des chiffres sur des mots. C'est une étude qu'a fait le cabinet Roland Berger, qui a pris en fait la création de valeur au sens revenu publicitaire de l'ensemble des acteurs type plateforme en 2015 en Europe. C'est 22 milliards d'euros. Là-dessus, le search fait un peu plus de 16 milliards d'euros. Enfin, parmi ces 16 milliards d'euros, un acteur fait 15,9 milliards d'euros, je cite de mémoire, ce qui est déjà en soi un sujet pour un marché qui est quand même depuis l'origine, depuis le traité de Rome, construit autour de l'idée de la concurrence. Et puis, derrière ça, on a ce sur quoi une bonne partie de nos secteurs se sont concentrés, les plateformes de type Spotify, Deezer ou YouTube, qui représentent au total un peu moins d'1 milliard d'euros. Et entre les deux, il y a justement des acteurs comme les réseaux sociaux, un peu plus de 3 milliards d'euros, et comme le disait Enguerrand, c'est là que la progression des revenus se fait la plus rapide. Or, aujourd'hui, la plupart des acteurs, que ce soit des acteurs de sociétés privées à but lucratif ou de sociétés privées à but non lucratif comme nous, que ce soit des modèles économiques individuels, plusieurs s'exprimaient à cette table ronde avant, ou des acteurs collectifs comme nous, peu importe, négocient avec une toute petite partie des acteurs, et négocient pour améliorer la valeur dans des négociations qui sont commerciales. Nous, on a aujourd'hui plusieurs centaines de licences dans le numérique, et on en a évidemment avec les principaux acteurs qui acceptent de négocier avec nous.
quel que soit le modèle économique, notamment ceux que vous avez en tête pour la musique, les 3 grands modèles. J'achète, modèle type téléchargement, iTunes. Je loue, modèle type Deezer ou modèle type Spotify. Ou encore, je consomme gratuitement. Il y a un modèle de rémunération par la publicité, YouTube. La SACEM a des licences avec l'ensemble de ses acteurs, avec des négociations commerciales qui se font. Notre directrice des licences à l'international, Cécile, est dans la salle. Et ce sont des deals que l'on fait globalement dans des relations qui sont vraiment contractuelles. C'est vrai que le problème, pour terminer, et ce problème, il est aujourd'hui un problème, il faut l'être clair, qui est législatif et qui ne concerne pas que nous, les acteurs de la culture, que ce soit les acteurs des médias, les acteurs du cinéma, les acteurs du livre ou les acteurs de la musique, c'est qu'il y a une partie de ces intermédiaires avec qui on ne peut pas négocier. Je terminerai par un dernier mot, c'est que beaucoup d'industries européennes ont le même problème. Je déjeunais hier avec le patron du GNI, qui est l'une des deux grandes organisations de professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Le problème de Airbnb, c'est celui-ci. Voilà, c'est effectivement une évolution de marché formidable pour le consommateur, mais quand on a des acteurs traditionnels, les agences de booking de voyage qui prenaient des taux de 7 à 11%, et qu'on a aujourd'hui un acteur comme Airbnb ou d'autres qui prennent plutôt des taux autour de 15-16%. Pourquoi peuvent-ils imposer ces taux ? Parce qu'ils ont un pouvoir de marché tel que de toute façon les acteurs de l'industrie hôtellerie-restauration n'ont pas le choix. Et qu'en plus, ces acteurs ne sont en réalité pas régulés, puisque eux n'ont pas à subir toute la législation française en matière d'hôtellerie ou de restauration. On voit un autre exemple qui n'a rien à voir avec nos métiers, mais qui a tout à voir avec nos problèmes, qui est celui de cette exception numérique qu'il faut absolument régler. Alors, dernier mot, et puis après, je dirais peut-être un mot de comment nos métiers à nous ont changé dans la gestion collective. Dernier mot, il s'est passé, là, au mois de septembre, des choses que beaucoup pensaient encore inatteignables il y a 3 mois. Il s'est passé que la Commission européenne, dans un des nombreux textes qu'elle met en orbite et qui va être négocié dans les 2 prochaines années, reconnaît pour la première fois qu'il y a un problème avec le statut de ces plateformes et qu'il va falloir s'y atteler. Entre reconnaître le problème et le régler, malheureusement, il y a souvent un chemin qu'on ne va pas parcourir jusqu'au bout. Mais enfin, c'est quand même un pied dans la porte, une ouverture de quelque chose. Et il faut absolument aller au bout, faute de quoi la destruction de valeur au niveau des acteurs européens va être colossale. Alors, il y a quand même un point assez positif, puisque parmi ces plateformes, il y a les plateformes de streaming musical. Et on a vu, ça fait un certain temps qu'on dit que le décollage du streaming va redonner du lustre au marché de la musique. Ça faisait une bonne dizaine d'années, là encore, que le marché de la musique était pas bien. On l'a vu dans les résultats de Universal Music, numéro 1 mondial de la musique, qui ont bondi grâce au streaming. Donc quand même, les plateformes ont un bon côté. Ils vous ont apporté un nouveau modèle économique. Vous vous en réjouissez ? Non, mais évidemment. Nous, de toute façon, on est là pour être partenaire avec tous ceux qui permettent l'exploitation des œuvres de nos membres. Je rappelle en 2 mots, la gestion collective, ça sert à quoi ? Ça sert à vous, diffuseurs, acteurs de toute nature, à avoir une sorte de syndication des contenus, à vous simplifier la vie. Et nous, notre métier, c'est d'apporter une rémunération à nos membres, qui sont les gens qui la fabriquent, la musique. On a 160 000 membres, à peu près 4 000 nouveaux chaque année. Et l'an dernier, en 2015, on a au total réparti ou distribué, parce qu'on gère aussi des mandats. Par exemple, Enguerrand citait Universal. La SACEM gère Universal en tant que la SACEM est membre de la SACEM pour une partie de son répertoire, au même titre que beaucoup d'auteurs ou de compositeurs, qui sont des gens qui fabriquent la musique, les premiers des artistes, même si de plus en plus ils sont aussi interprètes. Mais la SACEM a aussi un mandat global pour les répertoires anglo-américains d'Universal Music Publishing, et on gère ce mandat. L'an dernier, en 2015, on a réparti ou distribué à des acteurs qui, à leur tour, ont réparti, y compris les maisons de disques, puisqu'on collecte une partie des droits voisins en France, auprès des commerçants, par exemple. On a réparti ou distribué un peu plus d'1 milliard d'euros à un peu plus de 240 000 ayants droit dans le monde. Donc on est absolument central dans la chaîne de valeur. Et pour répondre plus précisément à la question d'Enguerrand, si on prend ce qui est une petite partie de l'économie de la musique, un peu plus de 600 millions d'euros, disons, sur les 8 milliards de ce marché en France, qui est celui de la production phonographique. Aujourd'hui, le live, la production de spectacles vivants, c'est plutôt près de 2 milliards. Donc c'est une partie beaucoup plus importante de l'économie. Nous-mêmes, comme je vous l'ai dit, on pèse à peu près autour d'1 milliard. Mais si on prend la production phonographique, c'est vrai que les chiffres SNEP du premier semestre 2006 étaient encourageants, puisqu'ils sont maintenant à une pratique équivalence entre physique et numérique. De mémoire, une centaine de millions à peu près pour le physique et un peu plus de 90 millions pour le numérique. Alors nous, concrètement, c'est peut-être la peine aussi d'éclairer l'audience là-dessus.
le numérique, non seulement, bien sûr, pour nos membres, pour nos artistes, c'est la plateforme numéro 1 qui permet la relation entre l'œuvre et le public, hein, même si, attention, les médias traditionnels, par exemple les radios, restent, même chez les 25 ans, le premier prescripteur. Étude à l'appui d'il y a 2 ans. Il ne faut pas non plus qu'on confonde. Laurent avait raison de dire à quel point tout le monde est dans le mobile. On est quelques-uns dans la salle à avoir des souvenirs du fondateur d'Orange expliquant quand même en 1995 que « Mobile will be the universal remote control ». Hein, le mobile sera la télécommande universelle de la vie. Donc il y avait des gens visionnaires, même dans cette industrie qu'on a détruit en Europe par une régulation absurde, qu'est celle des télécoms. N'empêche que les médias traditionnels restent encore un élément absolument central de la prescription et beaucoup d'autres modèles économiques, au-delà du digital, contribuent à financer la création. Nous, à peu près un tiers des droits qu'on a collectés pour nos membres l'an dernier, c'est les bars, les cafés, les restaurants, les concerts, les kermesses. Tout ça, ça fait partie de l'exploitation de nos œuvres et ça fait partie de la rémunération de nos membres. Mais le changement, je voudrais peut-être terminer là-dessus, le changement central, c'est qu'avec le numérique, il y a au fond... Il y a 4 ruptures essentielles. Bon, la première, c'est que le marché devient totalement fragmenté. La deuxième, c'est qu'il devient totalement global. Nos négociations deviennent complètement globales. La troisième, c'est que tout devient affaire de maîtrise technologique. Nous, la boîte que je dirige est une société d'auteurs qui est au cœur du big data. La complexité informatique et la puissance de nos outils n'est comparable que ce que j'ai vu lorsque j'ai succédé à Didier à la tête d'Orange France. Hein, c'est à peu près comparable. Et puis, 4e changement majeur, nous, la concurrence change aussi de manière assez radicale. Je vais peut-être prendre quatre illustrations pour expliquer ces 4 grands changements. Bon, d'abord, le marché est fragmenté. Dans le monde de tous les modes de diffusion des œuvres de nos membres, sauf le numérique, sauf l'Internet, vous avez, en général, une société d'auteurs, une société de gestion collective, pour un marché où cette société peut potentiellement représenter tous les répertoires. Nous, on représente, à travers des accords de représentation réciproque, 100 de millions d'œuvres. Voilà. Concrètement, 100 de millions d'œuvres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, par exemple, médias, à peu près quoi que vous diffusiez, dans votre licence SACEM, vous êtes couvert par les exploitations de ces œuvres. Ce qui change, alors certaines sociétés comme nous gèrent plusieurs pays. Moi, je suis également le patron de la SACEM au Luxembourg, par exemple. On gère également le Liban, mais c'est sur un territoire. Donc, on a quelques salariés qui vont au Liban, dans des discothèques ou des hôtels, pour constater la diffusion de musique et payer une rémunération. Mais là encore, au Liban, on représente tous les répertoires du monde potentiellement. Au Luxembourg, pareil. Dans le cadre du numérique, changement du tout au tout, une société ne représente plus qu'un répertoire, le sien, ou éventuellement des répertoires qu'on lui confie, c'est l'exemple du mandat que je vous donnais, mais là, potentiellement, pour le monde entier. Donc ça, vous l'imaginez, c'est un changement de paradigme total. Ça a du coup une deuxième conséquence, c'est que notre marché devient totalement global. Il devient global parce qu'un accord comme celui qu'on fait avec YouTube, là on est en cours de renégociation, l'accord 2013 était sur 3 ans, ce marché, le contrat SACEM YouTube, c'est un contrat qui porte sur plus d'100 de pays dans le monde. Et par ailleurs, attention, il n'y a aucune forme de monopole. Nous, nos membres, 160 000 membres, vous ai-je dit, on en a 19 000 qui ne sont pas français, d'à peu près 120 pays dans le monde. On est une des grandes sociétés d'auteurs du Brésil. On est la première société d'Afrique francophone, la première société du monde arabe. Ça veut dire qu'il y a plus de compositeurs ou d'auteurs d'Afrique subsaharienne non anglophones ou non usophones qui sont membres de la SACEM que membres de sociétés qui existent par ailleurs dans ces pays. Mais comme elles sont moins efficaces, comme elles sont moins organisées, qu'elles n'ont pas comme ça de footprint global, ils sont chez nous. Donc ça veut dire, pour vous prendre un exemple très concret sur ce deuxième changement, qu'une artiste comme Ayo, qui est allemande, dont le papa est né au Nigeria, la maman est roumaine, Ayo qui chante en anglais, est membre de la SACEM pour le monde entier. Si un clip d'Ayo est streamé en Pologne ou en Argentine, c'est la SACEM qui, récupérant les fichiers, va répartir les droits d'Ayo ou des auteurs-compositeurs qui auront travaillé pour Ayo. Donc vous mesurez la complexité du modèle. Ça, c'est ce changement de paradigme dont je vous parlais. Le marché est totalement fragmenté. Il est totalement global. La négociation pour notre licence Netflix, on l'a finalisée avec les équipes de Netflix Europe qui, petit clin d'œil, sont basées, ou étaient en tout cas à l'occasion, basées en Californie. Bon. De la même manière que quand on discute avec les gens de YouTube, ça se finit chez YouTube, là aussi, à Los Angeles, et c'est avec Suzanne Kosinski elle-même, la patronne monde, qu'on discute comme ça des conditions dans lesquelles on va faire évoluer notre deal. Le troisième changement, je vous l'ai dit, c'est le big data. Je vais vous donner un chiffre.
Nous, une fois qu'on a collecté de l'argent, encore faut-il qu'on le répartisse aux bons ayants droit. Et pour ça, il faut une très grosse informatique et on gère des lignes et des lignes et des lignes d'information. Quand vous, les médias, vous nous envoyez vos programmes, ça sert à ce que les bons euros aillent aux bons ayants droit ou aux bons ayants droit au pluriel. En 2011, on avait géré 4,5 millions de lignes différentes pour répartir tous nos droits hors Internet. Et en 2015, ça a été 9 millions de lignes. Donc ça croît beaucoup. Mais rien que pour Spotify, en 2015, par trimestre, on a dû exploiter plus de 120 millions de lignes. Donc presque 500 millions de lignes d'information traitées l'an dernier par l'informatique SACEM pour répartir seulement les droits de nos membres sur Spotify. Les chiffres que je vous précise, sur les 800 et quelques millions d'euros de droits d'auteur qu'on a collectés en 2015, hors mandat, hors représentation des sociétés de droits voisins, etc., à peu près 50 millions venaient de l'Internet. On pense que ce sera un peu plus de 70 millions cette année, donc une augmentation de près de 40%. Mais enfin, n'empêche que vous voyez, 98%, 99% de notre puissance informatique est consacrée à aujourd'hui moins de 10% des revenus de nos membres, et c'est indispensable qu'on le fasse. Donc, troisième changement, on est dans un monde qui est totalement big data. Et puis, dernier changement, la concurrence, là aussi, évolue de manière très brutale. Ne l'oubliez pas, contrairement à l'idée que certains ont des sociétés d'auteurs en France ou ailleurs, on n'est absolument pas des monopoles. On est dans un marché qui est assez concurrentiel, voire de plus en plus. Les auteurs-compositeurs s'inscrivent où ils veulent. D'ailleurs, ils s'inscrivent en gestion collective s'ils le veulent. Ce n'est pas un modèle qui est obligatoire. Mais, quatrième et dernier changement, qu'est-ce qui s'est passé de vraiment majeur l'an dernier? Une société de gestion collective américaine, AMRA comme American Mechanical Right Association, a priori il n'y a pas grand monde dans la salle qui en avait entendu parler. AMRA a été racheté par un éditeur-producteur, Cobalt, européen, qui lui-même est passé sous le contrôle de Google Venture, qui a mis une trentaine de millions de dollars dans Google Venture. Donc suivez mon raisonnement, Google devient un acteur de la gestion collective. Voilà, ça c'est le monde tel qu'il change. Un monde qui devient hyper fragmenté, un monde qui devient global, un monde qui est totalement big data, et last but not least, un monde dans lequel on a désormais tout le monde dans la famille de la gestion collective. Tant mieux, ça prouve que même inventé au XIXe siècle, ce modèle a plein d'avenir. Merci beaucoup. Merci. Jean-Noël. Jean-Noël Font pour ça.